Donc merci beaucoup d'avoir organisé, M. Kounet, en tant que responsable de la Ligue, cette belle journée. Je crois que la première partie était très intéressante et je vais essayer de continuer sur la même lancée. Alors, je vais reprendre deux, trois petites histoires qui ont déjà été dites par la Guetta. Mais je pense que c'est important qu'on se situe par rapport au temps et par rapport à tout ce qui a déjà été fait au préalable. Je ne vais pas insister sur George Huntington qui a décrit la maladie. Il faut savoir qu'il a décrit ça plus ou moins quand Mendel avait aussi décrit ses petits pois, mais que l'avantage de Huntington, c'est qu'il a réalisé à l'époque que c'était une maladie héréditaire, puisque du côté de New York, dans la ville où il vivait, il avait constaté qu'il y avait plusieurs personnes qui étaient atteintes de la maladie dans une même famille. Et puis vous attendez pratiquement, je ne suis pas très forte en calcul mental, mais presque 110 ans. Il ne se passe de petites histoires, mais pas grand-chose. Et on arrive en 1983 avec James Guzella. Et James Guzella était, pour autant que je me souvienne, à Boston. Et c'était le tout début de la génétique. Et avec Nancy Wexler, qui était au départ une psychologue qui s'est orientée vers la biologie moléculaire, ils ont décidé de trouver le gène de la maladie de Huntington. C'est pour aussi vous montrer que c'est l'histoire de personnes, que tout ça n'arrive pas comme ça, c'est des personnes motivées qui ont essayé de trouver le gène. Et Nancy Wexler, elle est partie au Venezuela, parce qu'au Venezuela, malheureusement, il y a un nombre très important de patients avec la maladie de Huntington, et elle a collecté le sang des patients avec la maladie de Huntington. Sa maman avait la maladie de Huntington, et ils ont localisé, comme on l'a dit, le gène de l'affection sur le chromosome 4. Alors on peut se dire, on sait maintenant où ça se trouve, on va le trouver. Eh bien non, il a fallu 10 ans avant qu'on puisse trouver le gène. Donc quand on voit maintenant comment on trouve un gène, on en trouve un tous les jours pratiquement, bien à l'époque il a fallu 10 ans. Et si j'ai mis le nom de Peter Harper, c'est parce que c'était lui le dernier auteur de l'article qui a découvert le gène, mais ils ont dû se mettre tous ensemble, tous les centres qui travaillaient en génétique, au moins une quinzaine de centres, pour trouver le gène. Et donc c'est en 1993 qu'on a trouvé le gène. Et je dirais qu'on fait donc cette année-ci le 25e anniversaire de la découverte du gène de la maladie de Huntington. Dès 1994, on a à ce moment-là décidé des lignes de conduite, de la bonne pratique de faire des tests prédictifs, puisqu'il suffisait de faire une simple prise de sang pour savoir si on est porteur ou pas du gène. Et donc ça date de l'année qui a suivi la découverte du gène. Et donc, simplement pour rappeler, ce que manifestement vous savez presque tous, c'est que le gène pathologique, c'est le gène qui donne la maladie, c'est une répétition de 3 lettres qu'on appelle un triplet, CAG, qui est répété un trop grand nombre de fois. Et donc, ce gène-là, il est présent dès notre conception. Donc, en principe, on peut savoir depuis la conception si on est porteur du gène pathologique ou pas. Et donc, il fallait quand même s'organiser avec, je dirais, l'association des neurologues, avec l'association des patients et l'association des généticiens, pour dire que faire pour bien faire pour tout le monde et que tout le monde soit satisfait de la façon dont ça se passe. Alors, vous voyez que c'est relativement simple pour les généticiens de voir si le gène est présent ou pas. Vous voyez que normalement, on a moins que, comme on vous l'a dit, 40 triplets, et qu'à ce moment-là, on a pratiquement, sauf une zone un petit peu grise, entre 35 et 39, mais vous voyez qu'au-dessus, hein, ce n'est pas des beaux pics, mais enfin, vous avez un pic de 19 triplets, et vous avez un pic de... Attendez, j'ai une belle petite image, oui. Vous avez un pic de 19 triplets, et vous avez un pic de 23 triplets. C'est un sujet qui n'aura jamais la maladie, et qui ne le donnera pas à ses enfants. Ici, vous avez quelqu'un qui a 17 triplets, donc c'est le bon chromosome, et puis sur un autre chromosome, il y a 44 triplets, ça veut dire que la personne aura un jour la maladie. Ce que ça ne veut pas dire, c'est pas comme quand on a une infection, on sait que le triplet est là, mais le résultat ne vous dit pas quand la maladie va commencer. Si vous faites le test à 25 ans, vous ne savez pas quand la maladie va commencer.
Donc, en fait, ce n'est pas un diagnostic clinique, c'est simplement un diagnostic génétique. Alors, le mode de transmission autosomique dominant, ça veut dire qu'on a tous 2 chromosomes. Si cette dame-ci ici a 17 et 42, si elle donne son 17 à un enfant, eh bien, son enfant sera normal, le papa donne l'autre chromosome qui est normal. Et si malheureusement elle donne à son enfant le 42, eh bien, un jour, l'enfant aura la maladie. Alors, ce qu'on a su assez rapidement, c'est que c'était une mutation qui était instable. Ça veut dire qu'on peut transmettre à son enfant le 40, au même état que ce qui naît, mais qu'on peut aussi avoir le plus souvent, mais de temps en temps ça va dans le bon sens, le plus souvent quand ça bouge, une aggravation, je dirais, du nombre de répétitions de triplets. Donc nous, quand on fait nos arbres généalogiques, on constate très régulièrement que tous les patients n'ont pas nécessairement le même nombre de répétitions de triplets. L'un peut avoir 42, l'autre peut avoir 43, le troisième 44, l'autre 40. Il y a des variations de plus ou moins quelques triplets d'habitude. Donc on a établi assez rapidement les règles du jeu et on sait que si on a moins que 27, on n'aura jamais la maladie. Si on a entre 27 et 35, on n'aura jamais la maladie, mais disons c'est la zone intermédiaire, les enfants, dans un petit pourcentage de cas, pourraient augmenter le nombre de triplets. C'est comme ça qu'il y aura toujours des personnes qui auront un jour la maladie de Huntington. Si on est entre 36 et 39, certaines personnes ont des symptômes, d'autres n'en ont pas pendant toute leur vie. Et à partir de 40 et plus, malheureusement, un jour, on développera la maladie. Alors, les recommandations ont été édictées en 1994, et puis les groupes de travail qui ont été faits grâce au registre, grâce au réseau européen, eh bien, ont mis à jour, avec l'expérience que l'on avait, ces recommandations en 2012. Alors, j'avance dans la ligne du temps, et j'ai le plaisir ici de vous rappeler qu'en 1995, officiellement, la Ligue Huntington francophone belge a été créée, et donc je dois saluer Marie-France Cordier, Liliane Rapaille, José Arias et Albert Kounet, qui sont nos 4 présidents depuis 1995. Et puis la Ligue avait quand même reçu un petit peu l'aide même des confrères flamands. Le temps continue à avancer un petit peu. On arrive en 2003. En 2003, on a une personnalité assez, je dirais, dynamique, qui est Bernard Landwehr-Meyer. Et il se dit, moi, je veux absolument qu'on trouve un remède contre la maladie de Huntington. Et il discute avec ses collègues européens, il discute déjà un petit peu avec les Américains, et il crée ce qu'on appelle EHDN, ça veut dire le réseau européen contre la maladie de Huntington, et N c'est pour Network, donc le réseau européen contre la maladie de Huntington. Et même si je vais vous parler de NROL, puisque c'est mon sujet, il faut savoir que le réseau européen continue. Hein, ce n'est pas parce qu'on travaille avec les Américains qu'on ne garde pas une entité dans l'Europe. Alors, le réseau européen, une des premières missions qui a été faite, c'est de dire comment peut-on imaginer de trouver un remède. C'est une maladie, à peu près une personne sur 10 000. Si même quelqu'un a un médicament, comment est-ce qu'on va pouvoir tester ce médicament? Comment est-ce qu'on va pouvoir faire que des firmes pharmaceutiques s'y intéressent? Parce qu'au départ, il y avait un petit peu de recherche, mais c'était coup-ci, coup-ça. Eh bien, on a décidé de faire un registre avec toutes les personnes qui étaient volontaires pour contribuer à la guérison et aussi à l'amélioration des traitements, quels qu'ils soient, dans la maladie de Huntington. Et donc, on s'est dit, si on a un registre avec beaucoup de patients, brusquement, d'une part, on va voir des chercheurs, d'autre part, on va voir les firmes pharmaceutiques, et on va pouvoir trouver finalement un remède. Alors, il fallait évidemment un peu de sous pour organiser tout ça, et c'est là que Bernard Landwehr-Meyer s'est tourné vers les Américains, et il se fait qu'il y a un mécène américain qui a plein d'argent, et qui a dit,
de manière anonyme, moi, je souhaite qu'on trouve un remède. Et donc, vous vous rendez bien compte que s'il faut faire un réseau européen, eh bien, il fallait quand même un certain financement, rien que pour réunir les chercheurs, rien que pour payer certaines études de recherche. Donc, c'est lui qui avance tout l'argent. Et au départ, ça avait un nom que j'ai oublié pour l'instant, mais c'est devenu, donc ce mécène, c'est devenu une fondation qui s'appelle CHDI, donc c'est CHDI, et c'est eux qui, je dirais, disent « Ok, on vous donne l'argent pour faire ceci ou cela ». Il y a un comité exécutif, et c'est après, et ça c'est ce qui se passe pour l'instant, il y a un conseil scientifique et éthique qui reçoit toutes les demandes, et je y reviendrai, toutes les demandes de recherche qui sont faites, qui reçoit toutes les demandes de ce qu'on appelle les data mining, c'est-à-dire toutes les idées que quelqu'un a et se dit mais ça pourrait faire progresser la maladie. C'est examiné par un petit comité qui donne son avis à un comité exécutif qui dit ok, votre idée est la bonne, on subsidie. Non, c'est stupide, enfin, on ne dit pas ça comme ça, on dit ça poliment. Non, ça ne vaut pas la peine de faire ça, ou ça a déjà été fait 25 fois. On ne va pas recommencer pour inventer la roue. Donc, il fallait qu'on connaisse l'évolution classique de la maladie. Phénotypique, ça veut dire comment est-ce que la plupart des patients se comportent, pour savoir dire, écoutez, ce traitement, maintenant, ça diminue, je dirais, tel et tel signe de la maladie. Donc, on a commencé en Belgique, vers les années 2005-2006, à faire ce fameux registre qui a permis, et parmi vous, il y a des personnes qui font partie de ce registre. L'idée, c'était de connaître les caractéristiques cliniques correctes de la maladie, de recruter les patients, non pas pour leur faire un traitement, mais pour connaître qui existait, et éventuellement, le jour où on avait des traitements, de leur proposer de participer au traitement. Donc, tout ça a été lancé. On a voulu faciliter les essais thérapeutiques. On a aussi voulu essayer de comprendre toute une série de choses. Par exemple, on voulait savoir pourquoi tous les gens qui ont, par exemple, 42 répétitions de triplet, il y en a qui vont commencer à 40 ans, il y en a qui vont commencer à 50 ans. Pourquoi? Est-ce qu'il y a d'autres facteurs? Et donc, ce n'était que par des immenses études sur un grand nombre de patients qu'on pouvait faire toute une série d'analyses à partir des prises de sang et de voir s'il y avait des éléments au niveau génétique ou au niveau peut-être autre qui permettaient d'expliquer pourquoi telle et telle personne commençait très jeune ou commençait très âgée. Alors, il y a eu, je vais vite parce qu'on m'a dit que j'avais un temps limité, disons qu'il y a eu, à partir de ce registre, à partir de ce réseau de référence, il y avait des réunions extrêmement régulières, d'une part au minimum une fois par an, mais pour ceux qui étaient, je dirais, impliqués de manière plus importante dans leur pays, on pouvait choisir d'aller, le groupe de travail des biomarqueurs, c'est dire, voilà, un biomarqueur, c'est faire une prise de sang, ou c'est faire une résonance magnétique, ou c'est faire tel ou tel examen qui font de dire, sans les signes cliniques, est-ce qu'on a des signes faciles à voir, puis ils nous disent la maladie est en train de débuter, la maladie s'aggrave. C'était tout ça dans l'idée, se dire le jour où on a un traitement, on a dit, on n'a pas choisi, c'est le docteur Soupio disait, on n'a pas choisi le bon objectif. Normalement, quand vous faites une étude, vous devez avoir un objectif, de dire je veux voir ça. Mais si vous ne savez pas ce que vous devez chercher, ou si vous n'avez pas l'aide des biomarqueurs, eh bien, c'est beaucoup plus compliqué. C'est une maladie lente, insidieuse, qui met 25 ans pour s'évoluer. Eh bien, on a cherché des biomarqueurs et on est en train d'en trouver, ce qu'on appelle des neurofilaments et des choses de ce genre-là. On a fait des études sur la forme juvénile de la maladie. Bien sûr, on a fait tout ce qui était le conseil génétique avec les tests prédictifs. Et donc, je vous passe tous les détails. Et c'est un certain nombre de ces groupes de travail sont toujours en train d'exister. Alors, un petit exemple auquel on a collaboré, c'est qu'on s'est rendu compte que dans toute l'Europe, il y avait pas mal de sites,
eh bien, on s'est rendu compte qu'il y avait des pays, et la Belgique, heureusement, tout était très bon, mais il y a des pays, il y avait un contrôle du nombre des triplets, eh bien, il y a des pays où on s'est rendu compte que de manière assez systématique, les chiffres étaient un peu erronés. Donc, le registre a permis de dire aux gens, écoutez, faites un petit peu attention à vos labos. On a dit, voilà, maintenant il y a des échelles, vous devez étalonner correctement. Il faut savoir que les laboratoires ne sont pas tous dans tous les pays de la même qualité. Ça, c'est un exemple. Donc, tout le monde a bénéficié de ce type d'étude. Une autre étude qui a été faite et qui a été publiée récemment, et ça, c'est une étude importante pour toute la population, je dirais, des patients qui ont la maladie, enfin, qui sont à risque de développer la maladie de Huntington, c'est qu'on a montré que si on diminue sa consommation d'alcool, si on ne fume pas, si on ne consomme pas de drogue, si on fait de l'exercice physique 30 minutes 3 fois par semaine, et je me tourne vers le docteur Dupuis parce que c'est lui qui insiste toujours vraiment sur ce sujet-là, eh bien, on retarde de 4 ans l'apparition des signes moteurs de la maladie. Donc 4 ans, ce n'est pas négligeable, ça nous permet de gagner du temps par rapport, je dirais, à la recherche d'un traitement de fond. Et ça veut dire que soi-même, on peut s'aider. Et ça, je trouve que c'est quand même un message important, c'est qu'il ne faut pas attendre que tout vienne, je dirais, de la recherche. Oui ? C'est 4 ans pour chacun des points. Et disons que ce qu'on sait aussi, c'est que si on a beaucoup fumé et qu'on s'arrête de fumer, c'est bon aussi. D'accord ? C'est ça le message que je veux dire. C'est que tout le monde, il y en a qui ont beaucoup bu quand ils étaient jeunes, ça vaut quand même la peine de s'arrêter de boire, de faire du binge drinking et des choses de ce genre-là. Une certaine modération. Alors vous allez me dire, c'est bon aussi pour les gens qui ne sont pas les porteurs du gène. Mais enfin, malgré tout, quand on a des cellules qui sont fragiles, il vaut mieux les laisser en bon équilibre. Alors, à l'époque, et je ne vais peut-être pas insister très longtemps, parce que, en fait, Enroll dont je vais vous parler, c'est calqué presque mot pour mot avec le réseau européen. D'accord ? Au départ, le réseau européen et le registre européen n'existaient pas aux États-Unis. D'accord ? Et ça a marché tellement bien en Europe qu'il y a eu, par la suite, on a dit, mais enfin, c'est quand même idiot. Les Américains ont un projet de recherche qui s'appelle Cohort. Les Européens ont un projet qui est très fouillé, qui est très bien fait. Et on va allier les deux projets pour faire le projet Enroll. Et donc, en réalité, il y a quelques petites modifications à Enroll par rapport au registre. Mais au départ, dans le registre pouvaient entrer toutes les personnes qui se savaient porteuses du gène qui ne fonctionne pas bien, qu'elles aient des signes cliniques ou pas, toutes les personnes qui étaient à risque et qui disaient « Oh, moi, à mon âge, je ne veux pas savoir si j'aurai la maladie ou pas », donc ces personnes-là peuvent venir aussi. Les personnes qui avaient une histoire de la maladie et qui ne savaient pas s'ils étaient porteurs de la maladie, et il nous fallait des contrôles, et le plus souvent, on a pris les contrôles soit parmi les conjoints, soit parmi les autres membres ou les enfants, parmi les membres de la famille qui sont atteints par la maladie. Et donc aussi, on a pris des sujets qui se savaient porteurs du gène normal. Donc, en quoi est-ce que ça consistait ? Il fallait venir voir le groupe investigateur une fois par an. Il y avait un examen neurologique, il y avait tout un questionnaire. Il fallait faire une prise de sang, entre autres, pour vérifier les CAG et si on est d'accord pour aussi faire la recherche. Et là, c'est différent maintenant dans le projet Enroll. Il fallait donner un peu d'urine, mais finalement, on a décidé que ce n'était pas tellement intéressant et donc on a arrêté de demander de l'urine chez les personnes. Alors, disons que le nombre de participants qui a eu lieu en Belgique, il y a eu 172 patients qui ont participé au projet Registry. Dans ces 172 patients, il y avait 140 patients qui étaient atteints, il y avait 25 patients qui n'étaient pas encore atteints, mais qui étaient porteurs du gène pathologique. Il y avait 2 personnes qui étaient à risque, ça veut dire qu'ils ne connaissaient pas leur statut, et il n'y avait que 5 contrôles. Et à l'IPG, nous avions 76
personnes qui ont participé. Alors, en 2012, comme je vous l'ai dit, on a décidé que le projet, en réalité, pour dire la vérité, c'est le projet Registri, donc le registre européen, allait devenir mondial. Mais on est poli vis-à-vis de nos collègues, et donc on a décidé que ça s'appelait Enroll et que c'était la fusion des deux. Disons que d'un point de vue administratif, c'était un énorme travail. Les gens qui n'avaient rien aux États-Unis ou pas grand-chose, ils ont pu débuter assez rapidement. Mais en Europe, il y avait le registre. Donc il a fallu faire toute une série de données administratives. Il a fallu tout traduire du français en néerlandais, en américain, aller, retour, passer par les comités d'éthique, demander à l'administration, maintenant avec le RGDP. Enfin, on s'est beaucoup amusé d'un point de vue administratif, tant et si bien que c'est seulement en Belgique, en 2018, que Enroll vient de recommencer. Alors, entre-temps, eh bien, ça, je ne vais pas insister, on a chacun pris la même image de Sarah Tabrizi. Il y a eu la découverte, enfin l'annonce au mois de décembre 2017, du premier essai qui a montré une diminution de la huntingtin et qui n'était pas dangereuse pour les patients. Alors, je ne vais pas insister parce qu'on en a parlé assez longuement. Et donc, il y avait 3 pays qui ont travaillé, le Canada, le Royaume-Uni et l'Allemagne. Alors, en Belgique, actuellement, et il y a 3 centres qui ont commencé. Il y a Leuven, en Flandre, il y a Charleroi IPG ici, et il y a Namur Beauvallon. Et, disons, Frédéric Suppiot nous dit qu'à Erasme, ils vont bientôt commencer. Alors, quels sont les objectifs de Enroll? Bien, les objectifs de Enroll sont les mêmes, je dirais, que ceux du registre précédent, mais il y a quelques petites nuances, en ce sens qu'on a progressé dans la recherche. Donc, comme je vous l'ai déjà dit, c'est HDI, la fondation qui contrôle et qui finance l'ensemble des recherches, que le projet, il est mondial, et que le projet n'est pas limité dans le temps. On commence maintenant et on continuera tout le temps qu'il faut pour arriver à des résultats. Alors, ce n'est pas un projet expérimental, donc c'est une étude observationnelle. Donc, on observe les patients. Si un jour il y a des essais thérapeutiques, ce sera l'objet d'un autre projet. À chaque fois, on demandera le consentement. On ne va pas faire les choses derrière le dos des gens. Alors, bien sûr, on veut toujours comprendre mieux la maladie, ses mécanismes. On veut également collecter un maximum de données d'échantillons biologiques pour connaître les facteurs génétiques. Et je vous donne un petit exemple. On sait maintenant que sur le chromosome 13, il y a des variations qui font que la maladie apparaît plus tôt. Qu'on sait qu'il y a des variations qui font que la maladie apparaît plus tard. D'accord ? Une des façons, pourquoi est-ce qu'on s'amuse à faire ça? C'est simplement parce qu'on se dit, pour traiter les patients, si on sait agir sur ces variations, il y aura peut-être des médicaments qu'on peut donner qui vont faire que la maladie va apparaître plus tard. Et comme je dis, si la maladie arrive quand on a 120 ans, ça nous est égal, d'accord? Donc c'est pour ça que ces recherches ont lieu, parce que vous allez dire, oui, à quoi ça sert? Oui, ça sert à essayer d'imaginer des traitements. Alors, disons que un des autres objectifs de l'étude, c'est aussi de faire des bonnes recommandations. Il y a des études qui disent quels sont les médicaments que les gens prennent, qu'est-ce qui est vraiment actif, qu'est-ce qui aggrave la situation, qu'est-ce qui fait que peut-être l'humeur est meilleure mais qu'on a des troubles cognitifs, qu'est-ce qui fait que quand on est apathique, qu'on n'a plus envie, qu'on n'est plus motivé de faire les choses, est-ce qu'on peut faire quelque chose, est-ce qu'on ne peut rien faire? Donc tout ça est étudié maintenant à la loupe par tous les groupes de travail pour essayer de se mettre d'accord sur ce qui fonctionne le mieux et le plus opportun pour les patients. Alors, disons que il y a beaucoup d'objectifs, et je crois qu'un des objectifs sur lesquels je voudrais encore insister, c'est dire que c'est une plateforme. Donc ça veut dire quoi que c'est une plateforme? Ça veut dire que tout qui a une idée nouvelle peut dire je postule, j'ai une idée et je voudrais faire telle et telle étude, soit sur des cellules, soit sur des animaux,
soit éventuellement sur des êtres humains, et alors il soumet ça au comité scientifique et bioéthique. C'est analysé par une dizaine de personnes. Il y a des recommandations qui sont faites au comité exécutif. Le comité exécutif dit excellent, génial, bonne idée, on soutient. On demande l'argent, je dirais, à Enroll et CHDI, et ok, on est parti. Il y a aussi, c'est aussi une plateforme. Si par exemple, maintenant, vous allez voir, il y a beaucoup de patients qui sont enregistrés. C'est ce qu'on appelle l'étude des données. Si vous n'avez pas fait vous-même, vous n'êtes pas un labo, mais que vous dites « Ouh, j'ai une bonne idée, je voudrais voir chez tous les patients qui ont la maladie d'Huntington, sinon pas un signe clinique particulier qui est prédictif de l'affection », eh bien, vous écrivez et on va vous donner toutes les données de manière anonyme, évidemment, et vous allez pouvoir faire une publication et instruire, évidemment, ce n'est que si c'est intéressant, et instruire tout le monde de dire bah, « Voilà, ça c'est une bonne idée », et ça va améliorer la situation des patients. Donc, c'est une plateforme qui est à la disposition de tout le monde. Enfin, tout le monde. Je vais dire tous ceux qui veulent faire progresser les connaissances dans le domaine de la maladie. Alors, c'est aussi une plateforme qui permet, je dirais, de faire des essais cliniques. Hein. Vous pensez bien que c'est un des buts, mais il n'y a pas d'essais. On va les puiser. On s'est rendu compte que quand on voulait faire des essais cliniques, c'est que si on a, par exemple, je ne connais plus le chiffre en tête, mais si on a 1000 patients, eh bien, quand on a éliminé tous les critères, on veut ceci, on veut cela, on veut ceci, pouf, finalement, il n'y a plus que 30 patients qui sont disponibles parce qu'ils veulent bien, qu'ils ne veulent pas, parce que tout le monde n'est pas d'accord de faire des essais cliniques. Et vous voyez, en fait, il faut énormément de patients pour finalement avoir un petit nombre sur lequel on peut se baser pour faire la recherche. Alors, il faut savoir que dans Enroll, tous les échantillons, tous les questionnaires, toutes les évaluations sont faites de façon anonyme et codée. Donc ça veut dire que même nous, si on n'a pas noté le numéro d'accès, on ne sait pas qui est qui, d'accord ? Donc au niveau informatique, c'est le grand mystère. Tout est codé de manière, je dirais, systématique. Et quand les personnes signent un consentement éclairé, eh bien, leur nom n'apparaît jamais dans les processus. Alors, de nouveau, qui est-ce qui peut faire partie de Enroll ? Eh bien, tous les sujets qui sont présymptomatiques ou symptomatiques et qui sont âgés de 18 ans au plus. Mais si quelqu'un a la maladie et a moins que 18 ans, eh bien, ce qui n'est pas très fréquent, il peut faire partie, avec l'accord, je dirais, d'un majeur, il peut faire partie du registre Enroll. Alors, toutes les personnes qui se disent « Moi, je ne veux pas savoir si je suis porteur ou pas, mais je veux aider la recherche », eh bien, ils peuvent venir, quand ils font partie d'une famille, ils peuvent venir et ils peuvent dire « Voilà, moi, je suis d'accord de venir dans Enroll ». Il faut savoir que quand ils viennent dans Enroll, on va les voir pendant une fois par an. Donc, ce n'est pas de dire « Ah, je viens par sympathie pendant un an ». Il faut quand même s'engager pendant plusieurs années de venir. Alors, on peut toujours partir et dire « Maintenant, j'en ai assez », mais ça n'a pas de sens de venir une fois, parce qu'à ce moment-là, c'est des études longitudinales qui veulent voir l'évolution de la maladie, veulent voir aussi s'il y a des personnes qui seraient disponibles pour faire la recherche. Donc, ce n'est pas en une fois qu'on peut vraiment juger. Alors, qui est-ce qui peut aussi venir ? C'est dans une famille, il y a des gens qui ont été testés et on leur a dit « Mais vous n'êtes pas porteur du gène pathologique. » Bon, vous avez un frère, une sœur, un enfant qui dit « Bon, moi j'ai la chance de ne pas être porteur. » Eh bien, finalement, je suis d'accord de participer à l'étude Enroll. Et donc, les sujets de moins de 15 ans, de 18 ans qui sont atteints par la maladie peuvent participer aussi. Alors, comme on a besoin de témoins, on peut dire aussi au conjoint, à la femme, à l'épouse, au copain, à la copine de quelqu'un qui est avec la maladie de Huntington, les membres de la famille qui vivent plus ou moins de la même façon sont les bienvenus dans l'étude aussi. Et puis ça, on en a un peu moins, et je crois aussi qu'Enroll les accepte, mais ce n'est pas vraiment leur truc, c'est que les témoins issus de la collectivité, ça veut dire monsieur et madame tout le monde, peut aussi participer. Alors, parce qu'on pense aussi que leur motivation est moindre. Nous, on en a eu, ils sont venus une fois, puis ils ne sont plus venus, quoi. Hein. Bon. Alors, il faut savoir que la consultation, ça prend un certain temps, surtout la première fois.
la première fois, c'est au minimum 2 heures, 2 heures et demie. Non, mais c'est ça, il faut le savoir. Hein. Pourquoi? Parce que nous, on doit examiner les patients, donc on fait ça à plusieurs, enfin, le neurologue, le généticien, c'est toute une équipe. Il faut évidemment faire une prise de sang pour connaître le statut, mais nous, on envoie ça en Italie et on n'a pas les résultats, d'accord? Mais ça vérifie que les chiffres donnés par les labos sont corrects. Il faut savoir qu'il y a certains patients qui ne rentrent pas dans les critères. Je ne vais pas vous les détailler parce que c'est notre job à nous à faire. Mais par exemple, des patients qui ont des mouvements choréiques et qui n'ont pas la maladie, et qui n'ont pas le gène. À ce moment-là, ils ne rentrent pas dans l'étude, par exemple. Alors, donc le suivi régulier, je vous en ai déjà parlé. On étudie, je dirais, on essaye de trouver vraiment tout ce qui fait que la maladie se manifeste. Ça a lieu chaque fois dans la langue des gens du pays. Donc vous imaginez la même étude traduite en finlandais, en danois, en flamand, en français, en italien, en espagnol, en anglais. C'est énormément. En chinois, oui, c'est ça, en chinois, exactement. Heureusement, il n'y a pas encore le japonais, mais disons que c'est vraiment une étude en espagnol aussi. Et donc, on s'engage à ce que l'étude ne dure pas plus que 2 heures et demie. Je dirais que la première fois, ça met longtemps parce qu'il faut faire, enfin, idéalement, on fait les antécédents. Et donc, ça prend pas mal de temps. Hein, depuis la naissance jusqu'à l'âge adulte, en fonction de son âge, ça prend parfois un petit peu plus de temps. Alors, dans Enroll, on peut aussi aller un petit peu plus vite. Il y a des évaluations de base que tout le monde doit faire, hein, l'examen clinique, l'examen neurologique. Il y a des évaluations approfondies. Et donc là, c'est un petit peu les tests qui sont faits avec la psychologue, justement, les couleurs, savoir relier des points les uns avec les autres, par exemple. Et puis, il y a des évaluations facultatives. Et quand quelqu'un est un peu fatigué, les facultatives, on ne les fait pas. Alors, bien sûr, on vous demande votre avis. Je vous signale qu'à l'heure actuelle, avec Enroll, il y a plus ou moins 14-15 pages. Donc, en général, je fais un petit résumé. Et si les gens ont besoin d'explications, ils peuvent toujours les demander. Mais disons qu'on ne va pas lire ensemble 15 pages, mais on n'a pas eu le choix. Disons que Laurent Paterski a bien essayé de dire qu'en Europe, ça ne nous convenait pas. Mais les Américains ont été intraitables. Ils ont dit 15 pages, c'est 15 pages. Disons que c'est un peu ça. Hein. Et alors nous, on doit évidemment correctement classer les participants, de ne pas dire que quelqu'un qui est un témoin est un sujet atteint. On doit poser toute une série de questions mais qui ne sont pas dramatiques. On doit aussi demander quels sont les médicaments qui sont pris, toute une série de choses relativement normales. Et puis on doit faire les évaluations, voir comment on bouge, hein, si on a des mouvements choréiques ou pas, faire des tests, savoir un petit peu quel est le comportement que l'on a à la maison, savoir si on a des pensées suicidaires, évaluer, je dirais, la capacité qu'on a surtout d'avoir une possibilité de ce qu'on appelle la mémoire exécutive, qui parfois, donc c'est une forme de déficit de la connaissance qui existe, qui est complètement différent de la maladie d'Alzheimer, mais de temps en temps, on se rend compte qu'on peut avoir certaines difficultés pour organiser les choses. Il y a une prise de sang dont je vous ai déjà parlé. Il y a des questions qui sont donc plus approfondies. Et il y a des évaluations facultatives, c'est les antécédents familiaux. Et quand on fait la prise de sang, on est obligé de faire la première prise de sang, qui est la prise de sang pour compter le nombre de triplets. Mais si on est d'accord, on prend un deuxième tube. Et là, c'est pour la recherche, pour pouvoir trouver des marqueurs et des choses intéressantes. Alors, qu'est-ce que je dois vous dire aussi? C'est qu'à l'heure actuelle, ça c'est la base. On va aussi vous poser une question un peu spéciale, c'est un peu américain. Est-ce que si jamais il y a une étude qui vient, est-ce que je peux vous en parler? Alors vous dites oui, vous dites non. Si vous me dites que non, alors on ne vous en parle plus. Si un jour on dit voilà, on a une bonne idée, on voudrait encore faire tel ou tel test, et que vous avez dit oui, on vous en parle. Mais on vous en parle
Et vous n'êtes pas encore besoin, vous n'êtes pas obligé d'accepter, vous comprenez? Bon, voilà. Alors, disons que les sous-études, c'est facultatif parce que c'est souvent un petit peu plus invasif. Si un jour on dit, hein, par exemple, si on vous dit, ah, la Huntington, pour l'instant, pour savoir combien on a, il faut une ponction lombaire, il faut la mesurer. Mais si on vous dit, on fait de l'imagerie cérébrale, et avec ça, on saura s'il y a beaucoup de Huntington pathologiques dans le cerveau ou s'il n'y en a pas beaucoup. C'est quand même, enfin, ça dépend de questions si on est claustrophobe, c'est moins invasif, d'accord? Eh bien, est-ce que je peux vous demander si un jour il y a ce type d'études, est-ce que je peux vous en parler? Voilà, vous allez dire oui, vous allez dire non. Alors, disons que en Belgique, comme je l'ai dit, Leuven, Charleroi, Namur et bientôt Bruxelles. L'équipe ici de l'IPG, vous vous rendez compte quand même, il y a la psychologue, l'infirmière sociale, la secrétaire, les gens qui font les analyses moléculaires, le neurologue, la généticienne et le directeur du centre de génétique. Alors, qu'est-ce qui se passe? Et grâce à Laurent Paterski, j'ai eu le dernier chiffre. Donc, NROL a inclus, depuis qu'il a commencé, donc au 9 novembre 2018, 19 666 patients. Patients, contrôle, personnes à risque. Donc, tout l'ensemble, il y a 19 666 patients. Vous voyez que l'Europe, et ça montre bien que l'Europe a été un leader dans l'histoire, dans l'Europe, il y a 11 726 patients dans 100 sites différents. Donc, en Belgique, on va être 3 ou 4 sites. Et dans toute l'Europe, en Allemagne, en Autriche, en Belgique, au Danemark, en Espagne, etc., etc., eh bien, on va être 100 sites différents qui s'intéressent à la maladie de Huntington. Aux États-Unis, il y a 68 sites, donc c'est moins que chez nous, et au Canada et aux États-Unis, et il y a presque 7000 patients. En Australie et en Asie, la Chine, 738 patients, et en Amérique latine, essentiellement en Argentine et au Chili, il y a 284 patients. En Belgique, comme on vient de commencer depuis l'été, il n'y a pas encore beaucoup de patients. Vous allez voir le nombre, je vais vous le mettre après. Donc, on a pour l'instant 58% de patients qui ont des signes cliniques de la maladie. Vous avez le chiffre de l'Europe et du monde juste à côté. Donc, grosso modo, c'est équivalent. Au niveau des pré-manifestes, on est assez bon, puisqu'il y a 27%, mais c'est sur des petits chiffres, de personnes qui ne sont pas atteintes et qui sont motivées pour travailler, pour participer à NROL. Les sujets à risque qui ne connaissent pas leur statut, dans le monde entier, il y en a 10% et en Belgique, il y en a 3%. Pour l'instant, on n'a personne qui est encore venu, mais on sait qu'il y en a qui vont venir, qui sont testés négatifs et qui participent à l'étude. Et on a comme contrôle de famille, grosso modo, la même chose que dans l'ensemble du monde. Alors, actuellement, et ceci c'est pour vous encourager à participer, et vous voir, et que vous voyez ce qui se passe dans d'autres pays que le nôtre, qui sont européens. Depuis l'été, il y a, je ne dirais pas un prêt, puisque maintenant l'AMIA a dit qu'elle en avait 15, et donc je ne le savais pas, donc j'ai fait avec ce que je connaissais. Pour l'instant, en Belgique, il y a 32 personnes qui sont venues dans NROL, et on a 32 patients pour 11 millions d'habitants. Si vous regardez les Pays-Bas, où ils ont 17 millions d'habitants, ils ont commencé avant nous, ils sont 623 dans le registre. Si vous prenez la Pologne, ils sont très nombreux, 38 millions, il y a 959 personnes qui sont dans le registre. Et dans le nord de la France, les Hauts-de-France, Nord, Pas-de-Calais, ils sont 6 millions d'habitants, donc c'est moins que chez nous. Il y a déjà 200 personnes qui sont enrôlées. Donc notre objectif, on a fait des petits calculs, on s'est dit que logiquement, en Belgique, si on travaillait bien, on devrait atteindre le chiffre de 400 participants. Donc ici, vous êtes à peu près 130. Je ne dis pas que chacun d'entre vous devait participer, mais disons qu'il y a de la marge, il y a une possibilité. Et disons que, bon, on doit peut-être se rendre, nous aussi, plus disponibles, parce que c'est vrai qu'on doit organiser les consultations. Vous vous rendez bien compte qu'une consultation de 2h30, 2h30, sans savoir à l'avance si ça prend du temps, on doit s'organiser. Je pense que, je dirais, on est motivés tous pour y arriver. Et donc, je vais terminer en vous parlant de l'Antiquité.
Bon, ça fait un petit peu différent, hein, après tous ces chiffres. Je ne sais pas si vous vous souvenez que dans la mythologie grecque, Zeus était très fâché, hein, parce que Prométhée avait volé le feu. Et donc, il s'est dit, ils ne vont pas l'emporter comme ça. Mais il faut savoir que, anciennement, du temps de Zeus et de l'Olympe, il n'y avait que des hommes, il n'y avait pas de femmes. Alors Zeus a dit, je vais envoyer sur la terre la plus belle femme du monde, qui n'existait pas encore, une belle femme qui était parée de tous les atours, mais je vais m'arranger pour punir les hommes qui vivaient heureux, je dirais, et sans histoire. Et donc je vais envoyer aux frères de Prométhée, et Épiméthée, qui réfléchissait toujours après, et l'autre qui réfléchissait avant, je vais l'envoyer avec une boîte. Et donc cette belle dame s'appelle Pandore. Et Pandore est arrivée sur la terre, a épousé Épiméthée, et comme elle était très curieuse, normalement on lui avait interdit d'ouvrir la boîte. Et à un moment donné, elle a ouvert la boîte, et tous les maux de l'humanité se sont jetés sur les êtres humains. Il y a eu la maladie, la guerre, la famine, la misère, la folie, la mort, le vice, la tromperie, la passion et l'orgueil. Quand elle a vu ça, elle s'est dit, je vais vite reclaper la boîte. Et en fait, la seule chose qui ne s'est pas envolée, c'est l'espérance et l'espoir. Et je rejoins ainsi ce que Lamia disait, il y a l'espoir quand même qu'on y arrive. Et je propose donc qu'on termine sur cette note positive et que nous participions tous, enfin tous, ceux qui le souhaitent, qu'on travaille ensemble à la réalisation du traitement contre la maladie de Huntington.